Il m'aura fallu du temps avant de me remettre de cette mini transat. 28 jours de bonheur, de frustration, de découverte. Après tant d'années de préparation, tant d'investissement et quelques sacrifices, le voilà, le jour tant attendu où on a convoyé le bateau avec mon pote Pierre. C'était le 12 septembre 2021, l'aventure commençait alors. Je suis Romain Legal, ingénieur produit chez Decathlon et passionné de course au large. En 2021, j'ai participé à la Mini Transat. Donc la Mini Transat, c'est une course transatlantique en solitaire et sans moyen de communication avec la Terre sur un bateau de 6,50 m, ça s'appelle un Mini. C'est une course qui dure environ un petit mois en 2 étapes. Une première des Sables d'Olonne aux Canaries, ça prend normalement entre 7 et 10 jours pour faire cette étape-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est des Canaries en Guadeloupe. Et ça, c'est un peu plus long, plus pour 10 à 2 semaines de course. Je me suis pas du tout lancé tout seul dans cette aventure-là et heureusement, on s'est lancé à 2 avec Léo, un collègue de tribord. En fait, en 2017, il y avait le départ de la Mini Transat à La Rochelle et justement avec tribord, on était venu voir ce départ et en rentrant en voiture jusqu'à Hendaye, j'habitais à Hendaye à cette époque-là, je m'étais juré de faire ça un jour. Et donc, je me rappelle encore très bien, on était dans le canapé et je lui dis j'ai bien envie de me lancer, j'ai bien envie de tenter l'aventure, est-ce que ça te dirait quoi? Et là il a pas hésité, il a dit tout de suite banco, on y va, donc c'était hyper chouette. Et le fait de le faire à 2, ça a quand même un avantage incroyable parce que tu partages tout, tu partages l'investissement financier que ça demande, tu te partages la motivation aussi, quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre est toujours là pour remettre un peu une pièce dans la machine et relancer le projet. C'est plus simple de communiquer, c'est plus simple en fait pour tout. Donc on était 2 sur cette aventure. Léo partira sur la Mini Transat lui en 2023. Alors un des points hyper importants d'un projet mini, de mon projet mini, c'est le fait qu'on soit pas tout seul, loin de là. On a beau être tout seul sur notre bateau, l'entraînement est un peu structuré autour de pôles d'entraînement. Donc on avait un entraîneur bien sûr, c'était Julien Pulvé en l'occurrence à La Rochelle. Et on a un groupe avec plusieurs autres bateaux qui sont dans la même, entre guillemets, galère que nous, en tout cas dans le même projet que nous. Tout le monde apprend en même temps, tout le monde débute, tout le monde apprend à se servir de son bateau en même temps. Et c'est quelque chose qui est hyper fort parce que tu vois la progression de chacun. Au début, il n'y a personne qui sait trop comment marche son bateau. Et au fur et à mesure, d'entraînement en entraînement, on faisait des offshore aussi, donc c'est sorti sur plusieurs nuits. Le fait de le faire ensemble, on discute à la VHF, on apprend à connaître l'autre, chacun partage un peu ce qu'il a appris, ce sur quoi il est fort, il essaie d'aider les autres. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour progresser et qui est hyper fort dans un projet mini, c'est d'apprendre ensemble quoi. Alors la qualif c'est un moment hyper fort, je pense qu'on en parle à n'importe quel ministe, n'importe quelle personne qui a fait un projet mini. C'est un moment et c'est une aventure qui reste gravée à vie parce que c'est la première fois qu'on passe beaucoup de temps, plusieurs jours en mer tout seul. Là en l'occurrence il n'y avait pas de bateau autour, le but c'est vraiment de vivre la solitude, de vivre un peu cette expérience d'être tout seul, donc il n'y a même pas de bateau, c'est vraiment différent d'une course puisqu'il n'y a pas les autres bateaux, il n'y a pas les autres concurrents à côté, et le but c'est d'aller en Irlande. C'est quelque chose d'hyper fort, moi je l'étais parti du coup en juillet 2021, le but c'était d'aller jusqu'en Irlande, il y a eu plein de choses qui se sont passées, moi j'ai eu une tempête sur la route, j'ai eu beaucoup de vent, donc j'ai dû m'arrêter dans un port, puis repartir, et ensuite c'est des moments hyper forts et c'est des moments de dingue parce que j'appelle ça des vacances un peu hyper simples, ton seul objectif c'est de manger, boire, dormir, rester regarder la mer, les oiseaux, écouter de la musique, écouter des podcasts. Et c'est génial parce que c'est des moments c'est des vacances que tu ferais jamais dans ta vie de tous les jours de rien faire en fait. Et donc c'est assez dingue. J'avoue que la solitude n'est pas forcément simple à gérer. Il faut prendre sur soi, il faut aussi se dire être coupé du monde, ça veut aussi dire ne pas avoir de réseau, ne pas avoir de portable pendant plusieurs jours. Et c'est assez incroyable et on vit des moments de ouf.
je vois une baleine qui saute, enfin un truc que j'identifie comme une baleine, je sais pas si c'est exactement une baleine, mais qui saute pas très loin de moi. Et donc je prends mon portable, je me dis on verra, si ça se trouve elle va ressauter, donc je filme un peu au hasard genre devant le bateau. Et là juste à ce moment-là elle a ressauté. Et c'était un truc de ouf parce que t'es tout seul en Irlande, tu viens de faire 4 jours tout seul, c'est la première expérience en bateau, et là tu vois une baleine qui saute devant toi, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf quoi. Et j'ai mis plusieurs jours après, je me rappelle, sur la descente pour rentrer à La Rochelle. Je regardais encore cette vidéo sur mon portable, j'étais là mais c'est pas vrai, j'ai pas vu ça, c'est pas possible quoi. Et ça reste un moment hyper fort de ma qualif parce que tu te dis... j'ai vécu pendant 7 jours tout seul, j'ai parlé à personne, j'avais pas de réseau, je viens de voir une baleine qui a sauté devant moi, mais c'est quoi ce projet de malade quoi. Et c'est un moment hyper fort, cette qualification c'est l'un des meilleurs moments de mon projet mini. C'est hyper dur parce que t'es en solo et parce que forcément il y a des moments qui sont pas drôles. Mais c'est quelque chose dont je me rappellerai toute ma vie. Et le fait de réussir à boucler après 7 jours, un peu plus de 7 jours, boucler ce parcours entre La Rochelle et l'Irlande, tu te dis vraiment, je commence à connaître mon bateau, t'as appris à manœuvrer, t'as appris à manger, t'as appris à dormir à bord, tu commences à faire corps avec ton bateau et tu commences à te dire, la mini transat ça me semble pas insurmontable. Autant jusqu'à maintenant tu te dis c'est incroyable, partir pendant quasiment un mois tout seul sans bateau c'est infaisable. Autant après avoir fait 7 jours tu te dis bon, j'ai réussi à faire 7 jours sans personne, avec des conditions qui sont quand même en Irlande pas forcément très drôles tout le temps. Tu commences à te dire c'est peut-être faisable de faire la mini transat quoi. Dans le départ c'était un sacré moment, c'était lundi 27 septembre, le jour que tu attends depuis des années quoi. C'est assez particulier de se lever le matin et de se dire je vais partir pour traverser l'Atlantique. Il y avait encore un peu de vent, on sentait que il y avait quand même pas mal de pression au départ, c'était pas rassurant de savoir qu'il y avait du vent et on allait s'élancer dans ces conditions là. Mais c'est un moment incroyable, j'étais hyper excité, j'avais hyper hâte de partir parce que c'est aussi partir, c'est enfin s'élancer quoi, enfin en finir avec la pression un peu du départ, avec le stress, avec plein de gens autour, j'avais hâte d'y aller. Et ce départ, il était un peu magique parce qu'il partait des Sables d'Olonne. C'est d'ici que part le Vendée Globe. Et en plus, sorti du chenal, le décor il était un peu différent parce qu'il y avait encore un peu de houle, il y avait même beaucoup de houle à cette époque-là, ce lundi midi là. Et donc, t'es un peu dans le bain direct quoi, tu passes de l'euphorie, de l'émotion du chenal à l'action avec la course qui commence, faut se mettre dans le bain, manger, préparer son départ comme les autres départs de course, hein, globalement c'est ni plus ni moins que... T'essayes en tout cas de te dire que c'est une course comme une autre, c'est comme ça que je m'étais préparé. Tu vas voir où est la ligne de départ, tu commences à regarder un peu les évolutions du vent, tu réfléchis à la configuration de voile que tu vas mettre pour le départ. Et c'est vraiment le moment où ça switch en mode course quoi, le moment préparation, le moment départ, émotion est fini. Et là il faut réussir à se mettre dedans et à se mettre en mode course, en mode départ. Et hop, le coup de canon est donné, le départ est lancé. Et je me retrouve en fait quasiment en tête, si ce n'est en tête à ce moment-là. La
Là, on a un zoom sur le bateau. Le 987. 987 qui est un maxi qui est super bien placé aussi. Et ben on était parti, c'était enfin le grand départ, quoi. Je me rappelle de la première soirée, c'était assez incroyable parce que c'est le moment, la première soirée où on n'est plus que tous les concurrents ensemble. C'est un peu, on se retrouve un peu en famille, quoi. Donc tout le monde est sur son bateau, on est 86 bateaux. Premier coucher de soleil sur cette mini transat 2021. C'est cool, maintenant on est parti. Il y a tous les petits copains. Et donc c'était un super moment d'enfin être dans l'aventure. Et toute la première partie était un peu particulière parce qu'on savait qu'on attendait du vent à partir du deuxième jour. La première nuit était beaucoup plus calme, on passait ce qu'on appelle une dorsale, une zone sans vent en bateau. Et je me retrouve pas très bien placé. Le premier matin, je suis dans les 30e peut-être, avec une nuit assez compliquée, mine de rien, il y a aussi du mal de mer un peu qui arrive à ce moment-là. C'est assez rare que je sois malade, mais là, avec l'émotion, avec la mini transat, bah, mine de rien, ça remue un peu. Et donc, je me retrouve le premier matin, 30e. Et on arrive au deuxième jour, où le moment où le vent monte progressivement. Hello, hello! Deuxième jour de la mini transat. Bon, cette nuit c'était un peu le cafouillage là. Passé une dorsale et c'était un peu le bordel. Je suis tombé sur un nuage qui m'a un peu scotché, donc j'ai perdu pas mal de place. Mais bon, je suis pas très loin des autres. Et là on s'apprête à passer un front, donc c'est un peu la mode préparation, mode combat. Parce qu'on va passer un front dans l'après-midi, voire ce soir. Et après normalement on devrait filer vers le Cap Finistère et ça sera cool. C'est le dernier gros morceau prêt. Et après ce sera déportant. Le soir on a des rafales à 30-35 nœuds, donc quasiment 70 km/h, ce qui est beaucoup pour nos petits bateaux. Et c'est le moment que je choisis pour virer de bord, donc pour faire cap vers la pointe espagnole. Et donc ce front il devait passer à 11 h normalement du soir, donc je m'étais dit bah je mange pas jusqu'à 11 h, je me barre beaucoup et une fois que le front sera passé, je pourrais aller me reposer un peu plus et je pourrais envoyer une autre voile pour que ce soit plus confortable. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a attendu ce moment-là pendant toute la nuit, donc j'ai passé toute la nuit à barrer, à hurler sur les nuages pour que ce front passe. Et en fait, il est passé à 7 h du matin le lendemain. Donc c'était une nuit assez particulière. Troisième jour sur la mini transat. Bon, l'année dernière c'était un peu chaud, on a eu un gros front, moi j'ai des rafales à quasiment 40 nœuds. Ouais. C'était pas très drôle. Mais là, aujourd'hui ça va mieux, il fait beau. On met les affaires à sécher dehors, on est sous spi. Donc c'est chouette. Enfin les conditions de transat. Et j'ai passé la nuit dans ces conditions-là, un peu trempé, sans avoir mangé. Ouais, c'était pas le moment le plus agréable de la transat. Donc ces moments-là en bateau, le moment où le vent se calme, c'est des moments assez agréables parce que tu te rends compte du confort que c'est quand il n'y a pas de vagues, il y a moins de vent, il y a moins de bruit, il y a moins de secousses. Tu revis un peu, tu peux remanger, tu peux te brosser les dents, tu peux prendre le temps de dormir un peu mieux. Donc c'est des moments assez uniques, assez chouettes. J'étais dans le bon paquet, j'étais avec les bateaux avec qui j'avais l'habitude de naviguer dans les 5-10 premiers, donc le moral allait bien. On était enfin lancé dans notre épreuve, on avait passé le golfe de Gascogne, donc c'était vraiment des super moments. À cet endroit-là, au Cap Finistère, il y avait plein de dauphins. Et donc c'était hyper chouette moment, j'en avais un peu tout le temps, au coucher de soleil, au lever de soleil, la nuit, le jour. À la fin c'était même un peu perturbant parce qu'on avait des dauphins vraiment tout le temps et des fois t'avais envie juste d'être au calme. Mais bon, on se plaint pas. Et donc ensuite on a fait un gros regroupement avec plein de bateaux. On a passé le Cap Finistère à une quinzaine de bateaux à batailler entre le cap et le dispositif de séparation de trafic, c'était hyper chouette. Et au matin du 4e jour, j'étais vraiment
là où je voulais être, le plus à l'ouest de la flotte. J'avais bataillé toute la nuit, j'étais un peu fatigué, mais j'étais hyper content de mon positionnement. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre à la VHF des gens parler de BMS, c'est un bulletin météo spécial. En gros, c'est quand il y a beaucoup de vent. Ça m'intrigue un peu au début parce que dans ce qu'on avait en tête, le scénario qu'on avait imaginé, on avait un coup de vent au début, puis après c'était assez calme. Bon bah, c'est incroyable ce qui va se passer là. On n'avait pas entendu parler du tout à la météo depuis le début et bah, y a un front qui arrive cette nuit là, donc on est vendredi aujourd'hui et demain, enfin c'est demain midi, il y a un gros front qui va passer, un énorme front d'après les prévisions sur le Cap Finistère et même sur le sud du Portugal, donc on a décidé ensemble avec tous les coureurs de tous s'arrêter. Donc voilà, bon bah c'est comme ça, ça fait chier quoi de pas continuer pour l'instant aux Canaries, mais bon on repartira ensemble après-demain, c'est pas très grave. Et là, il y a un truc encore un peu dingue qui arrive, c'est que j'entends la VHF Gaël, un pote avec qui on naviguait qui était pas très loin de moi. Il y a des orques, je suis en train de me faire attaquer, ne vous approchez pas quoi. Putain, je suis en train de me faire attaquer par les orques là, fait chier là. Ça fait chier. Ça fait chier. Putain, mais ils vont me casser mes safrans là. On avait déjà pendant tout notre projet une pandémie mondiale qui a quand même un peu chamboulé notre projet, les 2 ans de projet. On a eu 2 dépressions, une qui nous a fait décaler le départ, une qui nous a fait nous arrêter. Maintenant il y a les orques. Il y a un volcan aux Canaries qui nous attend. Qu'est-ce qui va se passer encore quoi? C'est un peu l'édition incroyable, pleine de souvenirs. On en profite pour se reposer. Et le lendemain, on regarde un petit peu les conditions météo de prévues. Moi, j'en profite aussi pour réparer mon bateau qui avait un peu souffert pendant le coup de vent. Hello. Bon, alors on est bien arrivé à Bayona hier soir. On est samedi 2 octobre. Et je viens de me rendre compte que j'avais un petite fissure dans le bateau. Je pense sortie du front, c'est un peu tapé. Et donc je suis en train de réparer ça, de remettre un tissu par-dessus. J'ai tout poncé, tout préparé. J'ai tout poncé, puis maintenant je vais réparer ça quoi, coller ça. On se met tous d'accord pour reprendre le classement qui était le classement d'avant l'arrêt. Et on repartira sur ces bases là avec en gros une petite compensation de temps et puis on partira chacun avec un petit écart du port le lendemain. On part vers 6 h du matin. Bon bah c'est reparti de Bayona, petite escale. Et là on va vers la ligne de départ. Et vu qu'il n'y a pas de vent, on rame tous. Et tous les ordres qu'on s'était mis en tête, on s'était dit que chacun allait repartir avec un temps par rapport à l'autre. Et au final on se rend compte que c'est plus trop la priorité. Et la priorité ça devient vraiment de partir de cette baie là quoi, parce que sinon on va passer la journée, voire plusieurs jours dans cette baie quoi. Il y a Julie, une autre ministre, qui arrive à choper le dernier petit brin d'air et qui part, qui nous met 30 000 en quelques heures. Et nous on reste bloqués là, toute la matinée. Bon, alors là, comme vient de dire justement Gaël qui est à côté de moi, on vient un peu de se prendre une banane dans Mario Kart. Globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a le petit point au milieu là. On est à 0 nœud. Et tous les copains, c'est les petits points ici. Et eux, ils sont 7 nœuds. Et on reprend coûte que coûte notre route vers les Canaries. Au moment de s'arrêter, on était avec un ami qui s'appelle Federico, un Uruguayen, le premier Uruguayen qui a fait Mi-Transat d'ailleurs. Et j'entends sa voix, les VHF, qui me dit oh, Romain, ça me fait plaisir de t'entendre. Bah écoute, moi je suis revenu vous voir parce que avant de s'arrêter, j'étais avec vous dans votre groupe. Donc j'estimais que c'était pas juste de continuer sans revenir vous revoir.
Et du coup il revient nous chercher, il se met dans la pétole et un peu dans une mauvaise situation avec nous, et on repart ensemble. Et je trouvais ça hyper fort de sa part qu'il se dise bah moi j'estime que j'étais avec ce groupe là avant de m'arrêter, donc je repartirai avec ce groupe là et je suis capable de me mettre dans une situation où il n'y a pas de vent pour repartir avec ce groupe. Je trouvais ça hyper fort et c'est, je pense, le moment, sportivement en tout cas, le moment qui m'a le plus marqué de cette transat quoi. Mais c'est là que je commence à me dire qu'il y a peut-être des gens qui nous ont doublés. Ce qui jusque là en fait m'était jamais passé par la tête. Je m'étais dit bah on va s'arrêter, on repartira, on restera à la place, tout le monde s'arrêtera, donc les places d'avant l'arrêt seront les mêmes que celles d'après et ça changera rien. Et en fait à ce moment là je me rends compte que c'est pas forcément le cas. En plus là on a appris que le groupe qui était au nord de nous est parti avant nous. Ou bien ils ont eu plus de vent, je sais pas, mais en tout cas ils sont passés devant nous, donc ça c'est un peu dommage, je suis un peu deg. Mais bon, on va se batailler pour revenir sur eux. J'essaye de pas trop y penser. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Julie, ma préparatrice mentale à l'époque. C'est en gros de se dire que tout ce qui est passé et qu'il faut pas rester remuer ça. Éviter de ressasser et plutôt vivre le moment présent, être à fond et continuer sa course. Donc c'est dans ce mental que je continue vers le sud. Ça me travaille un peu mais j'essaye de m'efforcer de rester dans la course et de me dire c'est pas grave, ils sont pas très loin et je peux les rattraper. On continue notre route vers le sud, le long des côtes espagnoles, et en fait, on a payé cet arrêt pendant hyper longtemps après parce qu'on est resté le long des côtes espagnoles à essayer de faire cap vers les Canaries pendant 2-3 jours avec un vent hyper perturbé qui n'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Ça me fatiguait un peu parce que c'est des conditions qui sont hyper épuisantes. Bon, on est le 8e jour de course, mardi 4 octobre. 4 5. Et on est encore dans la pétole. J'ai l'impression qu'on va passer notre temps dans la pétole. On n'avance pas. Je suis censé avoir 16 nœuds. Il y en a 0. Je prends mal en patience, ça commence à être chiant. Et après ça, juste après ça, on avait en gros la situation météo et le classement actuel en distance au but. Et c'est là que je me rends vraiment compte que je l'avais un peu oublié, j'étais un peu dans ma course en mode je vais les rattraper, c'est pas grave ce qui s'est passé, c'est anecdotique et je vais réussir à revenir. Bon, dur aujourd'hui là, on est mardi et je viens d'avoir un nouveau classement là, j'ai 60 000 de retard sur Julie, sur la deuxième. J'ai pas mal de retard sur les autres, là j'ai passé la journée à la pétole, je sais pas qu'est-ce qu'il croit. Normalement l'anticyclone est censé être bien plus ouest que là où je suis. Et j'ai eu 0 nœuds toute la journée quasiment. Donc gros coup de pas de chance, ça fait chier putain, ça fait grave chier. Tu sais que je faisais une super première partie de course, j'étais en tête quasiment. Et je me retrouve 20ème là. C'est dur à digérer. Mais bon. Je pense pas que j'ai fait d'erreur grossière donc pas de chance. Je la réussite de temps en temps en course large et ben voilà, j'en ai pas. C'est pas fini, 60 000 ça se rattrape. Mais il faudrait déjà partir d'ici. J'ai eu un moment de mou parce que je me suis dit autant d'investissement, ça fait quand même 3 ans que je travaille sur ce projet, ça fait 2 ans que je m'entraîne, que je passe tous mes week-ends, tous mes temps libres, toutes mes vacances à bosser là-dessus. Et peut-être que la mini transat, qui est un peu l'objectif que je prépare depuis tout ce temps-là, va se jouer à un arrêt en Espagne qui n'était pas du tout prévu. Et à des conditions météo qu'on n'a pas maîtrisées et à une situation qui est pas forcément, qui est un peu bizarre quoi.
Je me rends aussi compte que en fait, outre les gens qui nous ont doublés pendant qu'on s'était arrêté parce qu'ils sont partis d'un port plus au nord et qu'ils ont juste eu plus de vent que nous au moment où ils sont repartis et qu'ils ont eu un peu plus de chance, il y a aussi 2 bateaux qui eux ne se sont même pas arrêtés et ont continué jusqu'aux Canaries. Et alors je regrette pas du tout mon choix de m'être arrêté, mais en tout cas c'est dur à accepter de se dire qu'il y en a qui ne sont pas arrêtés, qui ont continué et qui vont nous mettre, ils ont à l'arrivée aux Canaries, ils nous ont mis 2 jours d'avance quoi. Ça réconforte le petit chocolat. C'est dommage de se dire que on est essayé de faire un truc par solidarité avec tout le monde. Bah au final on se fait niquer quoi. En partant de Bayona, juste en partant, quand on était dans une zone sans vent là, je vais au pied de mât et je vois mon mât complètement tordu, mais vraiment avec un S que j'ai jamais vu dans un mât quoi. Et donc là je me dis bon ben t'as 2 choix, soit tu rentres à Bayona mais tu vas pas pouvoir faire grand chose parce qu'ils auront pas de mât à te donner, tu vas devoir attendre là pendant plusieurs jours et potentiellement la Mini Transat s'arrête pour toi. Soit tu continues, j'ai un mât qui tient encore debout, je peux encore envoyer des voiles. J'ai toujours entendu, mon coach me l'a souvent répété qu'un mât de mini ça cassait jamais. Donc je me dis bon, on continue comme ça, de toute façon je vais pas arrêter ma Mini Transat à cause de ça, mon mât il tient toujours, je peux encore avancer, bah allons-y, on verra bien. Et j'oublie un peu cet élément là, jusqu'à l'arrivée aux Canaries final. On arrive après au 9e jour de course, et là, enfin, après toutes ces péripéties, c'est les conditions de la Mini Transat qu'on attendait, c'est du vent portant, c'est du soleil, on va vers les Canaries, donc là tout va bien. Un superbe arc-en-ciel. Devant soleil. Derrière pluie. Ça veut dire qu'on va se faire rincer ça. Je retrouve la joie d'être sur mon bateau et c'est quand même génial. On se met un peu dans le rythme tranquillement, le rythme transat, à savoir juste boire, manger, faire avancer son bateau, écouter la météo et profiter quoi. Et ça c'est quand même hyper cool, c'est à partir de ce moment là où vraiment la transat commence. Soleil, enfin. Ça c'est cool ça. Sort de l'hiver en France. Ça va? Là le soleil. C'est un peu la patinoire dans le bateau là. Je viens de faire renverser ma boîte de thon. Et dans le thon, il y a quoi? Il y a de l'huile. Maintenant, en fait c'est plus un bateau, c'est une patinoire. Alors prenez vos patins. 7 € l'entrée. C'est aussi des moments où je recommence à avoir d'autres concurrents à la VHF que j'avais pas eu depuis longtemps. Il y a par exemple Quentin encore que je recroise à ce moment-là, juste avant d'arriver à Madère. Puis là je viens d'avoir Quentin, mon coloc Quentin à la VHF, c'est trop cool, ça fait trop bien de discuter. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis le départ. Donc trop bien, ça glisse. Et donc c'est assez chouette aussi, c'est des moments assez cool où tu discutes de tout et de rien, mais ça fait juste plaisir de discuter avec quelqu'un quoi, quand t'as été tout seul pendant plusieurs jours. Enfin voilà, c'est des moments assez chouettes et assez uniques sur la Transat aussi, d'échanges avec des concurrents. J'en vivrai d'autres sur la seconde étape, mais c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. Je me disais bah la Mini Transat t'es tout seul, tu vas parler à personne, tu vas voir personne. Et en fait, bah tu croises aussi des gens de temps en temps, tu discutes avec eux pendant quelques minutes ou voire pendant quelques heures. Et c'est des moments assez uniques et assez chouettes aussi à vivre. Et là je profite de passer à côté de Madère pour capter un peu de radio. Je capte la radio de Madère, c'est assez drôle. Là c'est vraiment des moments de kiff à Transat quoi, où t'écoutes la musique, où il fait beau, où t'es sous spi. C'est vraiment les moments magiques de la Mini Transat quoi. Coucher de soleil sur Madère qui est juste là. Trop beau. Avec mon pote Quentin, là, Fédé à côté. Et c'est donc le lendemain, après une nuit hyper chouette, avec pas mal de vent, des conditions vraiment idylliques à naviguer entre les îles des Canaries, que j'arrive à La Palma. C'est un moment magique parce que j'ai beau avoir la déception sportive et un peu avoir vécu une première étape particulière,
Je suis quand même hyper content, hyper fier d'avoir réussi à faire les Sables d'Olonne, les Canaries. Et voilà, après 12 jours de course, Trompette et moi arrivons à La Palma. Et ça c'est cool. Première étape là, c'est bon ça. C'est ouf de se dire qu'avec son petit bateau, on a réussi à partir des Sables d'Olonne et arriver ici. C'est des choses qu'on fait en avion ou bien en bateau, mais c'est des plus gros quoi. Et voilà, on longe La Palma. C'est arrivé là-bas. Donc arrivé aux Canaries, on a 3 semaines de pause. Le but c'est en gros de partir fin septembre de France quand les conditions sont encore assez estivales, qu'il n'y a pas trop de dépression qui passe. D'arriver aux Canaries courant octobre et ensuite d'attendre un petit peu que les alisés, qui sont les vents portants qui nous mènent aux Antilles, s'établissent avant de partir et que la saison des cyclones s'arrête aux Antilles. C'est pour ça qu'on a 3 semaines de pause, ce qui est au final assez chouette parce que c'est des moments où c'est un peu 3 semaines de vacances, 3 semaines de répit au milieu du projet. Tu profites un peu aussi des 2 ans de projet où tu étais un peu la tête dans le guidon pendant 2 ans pour prendre aussi des vacances. C'est des moments où on est avec tous les autres ministres, avec tous les autres compétiteurs. Pour moi, c'était aussi le moment où il fallait quand même que je m'occupe de ce mât. Je l'avais un peu occulté toute la première étape. Et j'avais, en arrivant aux Canaries, l'idée de faire la seconde étape avec ce même mât. Et après discussion avec plusieurs personnes, ils me disent tu pourrais traverser comme ça, mais c'est quand même chaud. Et nous on te conseille de, si tu peux, faire venir un nouveau mât ici quoi. Faire venir un tube d'aluminium de 11 mètres de France aux Canaries en le faisant prendre le bateau, la voiture, enfin globalement c'est mission impossible en 3 semaines. Mais je regarde un peu quand même comment je pourrais m'y prendre. Donc je commence déjà à essayer de trouver un mât. Ça c'est hyper chouette, il y a Jean-Marie Jézéquel, un concurrent qui me dit moi j'ai un mât si tu veux, il est à Lorient, si tu veux je te le prête pour la Transat. Faut juste que tu arrives à le faire venir ici quoi. Et j'essaye de commencer à en parler à Léo, à en parler à mes parents, à en parler un peu à droite à gauche pour voir comment on pourrait s'organiser. Et là c'est assez chouette parce qu'il y a un peu un élan de solidarité qui se met en place. Et tout le monde met un peu la main à la pâte pour essayer de me ramener un mât aux Canaries quoi. Et donc de fil en aiguille, le mât il part de Lorient, après 2 jours de voiture il arrive à Cadiz. À Cadiz il arrive à le mettre dans un conteneur pour qu'il prenne le ferry. Et 7 jours avant le départ je me retrouve avec un mât droit aux Canaries. Et du coup je commence avec des amis qui me filent un coup de main aussi pour le repréparer, remater, régler. Et au final, tout se passe bien et 2 jours avant le départ de la deuxième étape, j'ai un mât droit réglé et je peux partir sereinement sur la deuxième étape. Donc encore un événement assez incroyable, mais aussi qui montre tout l'investissement et tous les efforts que sont prêts à faire plein de gens autour du projet pour t'aider dans cette situation-là. Et c'est des moments qui sont juste uniques. Et une fois que tu as des gens qui t'ont aidé à ramener un mât de France aux Canaries, qui t'ont aidé à le préparer, qui t'ont aidé à le régler, après t'as plus le choix que de faire ton mieux et de tout donner pour traverser l'Atlantique quoi. Ça y est, on est vendredi 29 octobre, c'est le départ de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quand même la grosse partie de la mi-transat, quoi. C'est vraiment le moment où tu traverses des Canaries aux Antilles. Après, après 4 ans de préparation, c'est le moment où on y va, quoi. On traverse l'Atlantique. Voilà, on est parti du port. Au revoir La Palma. Maintenant c'est direction la Guadeloupe. Trop bien. Il y a un peu moins d'émotion je trouve qu'au premier départ, au départ de la première étape. Moins de monde, on est plus entre nous. Puis c'est peut-être moins stressant aussi de se dire qu'on n'a pas un front qui arrive ou quoi. Ça nous permet d'être un peu plus serein. Donc c'est trop cool. C'est le grand moment quoi, c'est parti.
Cette étape-là, je l'aborde vraiment aussi différemment de la première. Je sais que sur la première, j'ai beaucoup fait ma course et ma route en fonction des autres, à essayer plus de me placer un peu comme si c'était une course d'avant-saison où tu te places par rapport aux autres, où tu fais beaucoup de tactique. Et la deuxième étape, je me dis beaucoup plus, fais ta course, fais ta route, n'aie pas de regrets, que tu finisses premier ou dernier, tant que tu auras fait ta mini transat, ta course, tu seras satisfait, quoi. Je pars vraiment dans ce mental-là. Les conditions très peu ventées en mini sont assez dures à gérer et on peut passer plusieurs heures, voire plusieurs jours devant les Canaries si on n'arrive pas à partir rapidement. C'est un peu ma hantise, je me dis il faut vraiment que je parte le plus vite possible pour pas rester là pendant des jours, quoi. Bon bah c'est parti, le départ vient d'avoir lieu. C'est toujours un peu émouvant quand même, mais c'est trop cool. Et puis ben voilà, j'ai fait un super départ. Je pense que je suis quasiment en tête, donc cette deuxième étape commence bien. Je vois tous ces spies derrière moi de toutes les couleurs et ce gros volcan qui crache un nuage noir au-dessus de la Palma, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette aventure encore, quoi? Qu'est-ce que je fais là? La première nuit se passe plutôt bien, je suis dans le groupe de tête, je suis à l'aise à bord, hyper content d'être de retour sur l'eau. En gros, il y a deux grosses options qui s'offrent à nous. La première, c'est d'aller directement vers les Antilles, quitte à rentrer ou du moins de s'approcher d'une grande bulle anticyclonique où il n'y a pas beaucoup de vent. Ou bien faire cap au sud, contourner cette zone peu ventée, mais faire plus de route. Nous, en partant des Canaries avec notre groupe Rochelet, on savait que notre option serait d'aller au sud, de faire plus de route, certes, mais d'être sûr de garder du vent tout le temps, de contourner cet anticyclone, cette dorsale. Et donc on part là-dessus, mais je sais que mes principaux concurrents, ou une bonne partie de mes concurrents, prennent l'autre option. Et ces moments-là, ils sont hyper durs à gérer parce qu'en fait, le classement de la Mini Transat, nous, quand on le reçoit, il est en distance au but, donc en distance aux Antilles. Et forcément, ceux qui sont partis des Canaries et qui ont mis le cap direct vers les Antilles sont plus proches de nous que nous de l'arrivée. Et nous, on est forcément plus loin. T'estimes avoir pris la bonne option et que ça va finir par payer, mais c'est quand même hyper dur de se dire je suis 45e, mais c'est normal, tout va bien se passer et c'est fait exprès et c'est la stratégie, quoi. Et à ce moment-là, on a un peu un groupe qui se crée avec les 2-3 bateaux qui sont autour de nous, enfin un peu plus, les 5 bateaux qui sont autour de nous, où on se commence à soutenir un peu mentalement aussi, à se dire bah on est un peu tous dans la même option, maintenant il faut qu'on y croit, qu'on y aille. Et donc on se crée un nom de groupe qui s'appelle les Panthères. Et encore une fois, c'est un peu des moments qu'on n'aurait jamais pensé vivre sur la Transat, on pensait qu'on allait être tout seul. Et il y a ces petits moments où au final, c'est hyper chouette aussi de discuter, de partager. Souvent il fait beau, souvent c'est des vents portants, assez calme, il n'y a pas beaucoup de vent par rapport à une mini transat normale. Les conditions sont plutôt chouettes, il fait beau, il y a un peu de vent. Malheureusement, c'est pas les conditions que mon bateau préfère. Donc il fait, j'ai l'impression, un peu roulé dessus par tous les Pogo 3 là. Je pense que je suis pas trop mal dans les maxi, mais par contre les Pogo 3 ils vont à une vitesse dans ces conditions là. 8-12 nœuds, c'est vraiment les conditions parfaites pour eux, quoi, au portant. Donc bon, je résiste comme je peux, de toute façon. Je suis à bloc, je donne tout. Sur cette période-là, ma journée type sur le bateau, en gros, elle est rythmée à peu près toujours de la même manière. Il y a deux grandes étapes, bien sûr, il y a la nuit et le jour. La nuit, c'est plus, au début en tout cas, d'essayer de dormir par petites tranches de 20 minutes, 15-20 minutes maximum pour être sûr que on est toujours bien réglé, qu'on va toujours au bon endroit, qu'on va pas rentrer dans quelqu'un, même s'il y a très peu de bateaux sur l'eau à ce moment-là. Et le jour, c'est rythmé par les repas globalement, le matin, le midi, le soir et un repas la nuit. Il y a aussi la météo et l'analyse des classements qui nous prend beaucoup de temps, mine de rien. Rien que d'écouter la météo, ça nous prend une bonne heure. Entre faire avancer son bateau et aller au bon endroit et travailler sa stratégie, c'est quelque chose qui prend au moins la moitié du temps de la transat. Et le reste du temps, c'est écouter de la musique, écouter des podcasts, dormir, manger, boire, prendre une douche de temps en temps. Au début, j'en prenais très peu. Je me suis vite rendu compte que j'avais plein d'eau, beaucoup trop d'eau. Et du coup, à la fin, j'ai fini par prendre 2 douches par jour quasiment. Enfin, les douches, j'entends bien, c'est pas
c'est pas un bain avec du gel moussant, mais c'est en gros juste se mettre un seau d'eau sur la tête. Ah la douche, purée, quel bien ça fait. T'as beau être tout rabougri, tout bougon avant de prendre la douche. Tu prends ta petite douche, après t'es bien, quoi qu'il se passe. T'as beau être dernier, premier, t'es le roi du monde. Trop bien. Il y a des moments où tu craques complètement, où t'as des quarts d'heure où tu danses, où tu chantes, où tu parles avec ce qui te passe sous la main. Et qui dit 31 octobre dit... C'est des émotions incroyables cette transat parce que c'est vraiment les montagnes russes. Tu peux être le plus heureux de tout le monde entier, comme au fond du seau, en 1 heure même pas quoi. Tout seul sur un petit bateau. C'est où? Avec la musique. Quelle histoire. 2 ans qu'on est arrivé là. C'est un peu un condensé d'émotions quoi. Parfois on est hyper heureux, parfois on est triste. Et c'est unique ce qu'on vit. On a de la chance de pouvoir faire ça. Il y a un point quand même qui est assez complexe à gérer. C'est la solitude, c'est des moments où mine de rien alors il y a de temps en temps des gens à la VHF, mais il m'est arrivé d'avoir pendant 4-5 jours parler avec personne pendant 4-5 jours. Et là c'est des moments assez compliqués où en fait la solitude est assez dure à gérer parce que t'as pas de nos jours t'as jamais de moment où t'es complètement déconnecté du monde, où tu sais pas ce qui se passe, où tu parles à personne pendant plusieurs jours, ça n'existe pas en fait sur la Terre. Et c'est un peu dur à appréhender, c'est là que tu te rends compte que il y a des gens qui te manquent vraiment de ouf. Et c'est aussi là que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir ces gens-là, aussi tu te dis en rentrant je profiterai aussi différemment de ces gens-là parce qu'à ce moment-là ils me manquent vraiment quoi. Il y a des levées de soleil incroyables, des couchers de soleil incroyables, et le reste du temps c'est quand même assez monotone. T'as des fois des trucs assez drôles qui se passent. C'est les poissons volants. Les poissons volants en fait, ils font des trucs de malades. Déjà il y en a plein partout. Bon, c'est le temps pour être un poisson volant en ce moment. Hein. Il y en a un qui s'est envolé juste devant le bateau. Il a eu peur, il est rentré dans le spi. KO par le spi, donc il n'y a pas eu de trou dedans. Il y en a un autre, je vais vous montrer, il est pas en forme. C'est triste. Pauvre Hubert. Bien dommage pour lui. Ça rythme, mine de rien, ça occupe, hein, les poissons volants, ça occupe sur la transat, parce que c'est un peu les seuls êtres vivants qui sont avec toi la journée, c'est assez drôle. Et il y a aussi des oiseaux parfois, ça m'est arrivé d'avoir des oiseaux qui tournaient autour du bateau pendant des heures et des heures, et je pense que c'était le même oiseau. Donc c'est assez drôle de se dire qu'au milieu de l'Atlantique, il y a des oiseaux qui sont arrivés là et qui tournent autour d'un bateau pendant des heures à rester de regarder quoi. La notion du temps sur la transat elle est vraiment particulière parce que quand on part on se dit je vais m'ennuyer, ça va être hyper long, qu'est-ce que je vais faire pendant 16 jours tout seul sur mon bateau. Et en fait les journées elles sont hyper rythmées, ça passe hyper vite et on continue notre tour de cette bulle sans vent jusqu'au moment où on commence quand même malgré tout à faire cap vers les Antilles, heureusement. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que finalement notre option a payé et que notre groupe des Panthères est donc quasiment en tête. On se retrouve les 10 premiers bateaux de la Mini Transat quoi, en Syrie. Et donc là c'est hyper chouette parce que ça faisait 7 à 10 jours qu'on attendait au classement, qu'on était plutôt dans les derniers plus que dans les premiers. Et c'est le moment où on commence à se rendre compte que ça a payé quoi. Et donc je suis hyper content d'avoir réussi en partant des Canaries me dire les autres ils font une autre route que moi je veux aller là. Et c'est pas grave, on fait chacun notre route, on verra qui arrivera le premier aux Antilles. Et ce 10e jour, ça coïncide aussi avec l'arrivée des grains. Après les grains de nuit, les grains de jour. C'est un gros nuage, c'est un peu un gros orage qui va venir surtout le soir et la nuit. Mais c'est des moments assez violents.
Et au final, au fur et à mesure, tu apprends aussi à regarder, à les anticiper. Hello hello. Bon, après un premier épisode hier pas très glorieux, j'ai décidé de prendre une petite douche pour attaquer le deuxième match, la revanche des grains. J'ai appelé ça le match Romain contre les grains. Et l'épisode 2 commence maintenant. Contre ces gros méchants là. Le but de la nuit, ça va être de profiter au maximum de ces gros nuages pour aller le plus vite possible. Et qu'ils me freinent le moins possible. C'est quand même beau, non ? Ils sont beaux mais ils sont méchants, on dirait pas comme ça, mais très méchants. Méchants les grains, pas gentils. Méchants. Lui là surtout là. Celui qui me fonce droit dessus là, lui très méchant. Bon, quand le but ça va être de pas tout casser surtout. Et ça va de mieux en mieux, mais en tout cas le premier était vraiment hyper marquant parce que j'avais beau m'y être préparé, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé, quoi. Une semaine avant l'arrivée à peu près, j'étais en train d'empanner et en rebordant, en regonflant mon spi, j'entends un énorme déchirement. Donc c'est toujours un peu le doute quand t'entends ça parce que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Bon il est 23h. On est le 8 novembre et je viens d'avoir la première grosse merde de la Transat. Pour un direct, puis je viens de déchirer mon Spimax. Surtout de la chute, il est déchiré sur genre 10 cm je pense, 10 mètres sur toute la chute. Donc bon ça fait chier mais c'est comme ça, en plus c'est dans de la pétole pendant au moins 2-3 jours là. Mais bon c'est comme ça, je vais essayer de le réparer. Je vais faire une petite sieste d'abord, puis après je vais le réparer là cette nuit. Et puis j'essaierai de renvoyer ça dans la nuit. En attendant je suis sous médium. Heureusement il est assez grand donc ça marche un peu quand même. Bon, je vais essayer de réparer le max et de le renvoyer au plus vite. Allez, on lâche rien. Petit résumé de la nuit d'hier, de la nuit du 8 au 9 novembre là, qui a été assez dur. Je viens de pas mal dormir ce matin pour récupérer un peu là. Et j'ai essayé de recoller ça hier dans la nuit, ça a pas mal tenu sauf un endroit. Bon ça fait, la chute a un peu une allure dégueu, mais je pense pas que ce soit trop important. Les 95% des spi sont bons. Comment ça me permet de continuer à l'utiliser. Je ferai un peu gaffe pour pas l'exploser dans les grains quoi, mais sinon ça va le faire. Et puis j'ai eu un petit grain aussi cette nuit, j'étais bien claqué après avoir tout réparé, là du coup j'étais en train de dormir. J'ai pas fait gaffe à l'approche d'un grain et du coup je me suis retrouvé dans la pédale un peu, pas très longtemps, une vingtaine de minutes quoi. Mais il va falloir que je fasse gaffe à ça pour les prochains jours jusqu'à l'arrivée, essayer de dormir le jour et d'être réveillé la nuit pour anticiper ça quoi. Bon en tout cas c'est pas fini, c'est moins facile avec un spi qui est pas 100% mais je m'accroche. Je viens d'entendre Millennium à la VHF donc ça veut dire que Anne-Claire est pas loin. Ce qui est cool parce que quand on est tout seul on a souvent tendance à penser qu'on prend des grandes valises. Donc bon, s'accrocher, faire sa route et l'arrivée n'est plus très loin donc tiens le coup. C'est 2-3 jours avant l'arrivée aussi que je croise Benjamin, un copain du pôle à La Rochelle. La poursuite de Romain Le Gall sur tribord, sur trompette.
Copain de La Rochelle. Allez, on est à 3 jours. On est à 3 jours de l'arrivée. Oh, c'est bon ça. Voilà, là, il s'en va, ça y est. Puisque le vent monte bien sur les derniers jours, on a vraiment plus de vent que la première moitié de course. Donc c'est agréable aussi parce que ça va plus vite et c'est un peu plus proche de la Mini Transat qu'on avait imaginé en partant des sables. Au bout du 16e jour de course, je commence à apercevoir les îles de la Guadeloupe et la Désirade surtout, qui est la première île qu'on voit parce qu'elle est hyper haute par rapport aux autres. Je crois que je vois la terre. Par là-bas. Yahoo! La terre quoi! Ça fait 17 jours qu'on l'a pas vu! Oh! Elle était devenue quoi? C'est beau ça! Trop bien! On arrive! Et bah, c'est là qu'on commence à se rendre compte que qu'on va y arriver, qu'on va réussir à traverser l'Atlantique et qu'on va finalement réussir notre projet qu'on a imaginé il y a 4 ans avant, quoi. La dernière marque de parcours avant d'arriver à Saint-François en Guadeloupe, c'est Petite Terre, c'est un groupement d'îles qui est au sud-est de la Guadeloupe. Et là je vois un bateau qui s'approche de moi avec un feu. Pas un mot sur le bateau, donc je sais pas trop qui c'est. Et je commence à entendre des voix que je connais, j'entends la voix de ma grande sœur, j'entends la voix de pote. Et donc tu commences un peu à te dire, retour un peu à la civilisation, retour aux gens que je connais. Et là c'est des moments juste magiques parce que je file vers Saint-François, il me reste 5000 à parcourir, j'ai toute ma famille et tous mes potes qui sont en train de chanter et de m'acclamer à côté, donc c'est génial. C'est énorme, ils sont tous là! Et à ce moment-là, pour finir l'aventure, je craque un des fumigènes que j'avais à bord. Et ça c'est assez incroyable parce que personne, il y avait quand même un peu de houle, personne n'a filmé, donc c'est des moments qu'on n'a jamais vus en film et qui resteront un peu des moments privilégiés entre eux et moi, quoi. Et je regarde un souvenir de ouf, c'était génial d'avoir tout ce monde là à l'arrivée. Et je pense que c'est l'un des plus beaux moments de la Transat parce que c'est un moment que tu partages. Tu as fait ton projet beaucoup en solitaire, ou en tout cas sur l'eau, sur le bateau tu étais en solo. Et là tu partages ces moments là avec toute ta famille et tes potes qui sont venus t'accueillir à l'autre bout de l'Atlantique, donc c'était vraiment des moments incroyables. Et c'est l'achèvement et c'est la cerise sur le gâteau, c'est un peu l'arrivée de la Mini Transat, ce moment que t'as rêvé, que t'as mentalisé, tu as pensé pendant 4 ans et t'y es, quoi. T'as traversé l'Atlantique sur ton petit bateau de 6,50 m. Juste derrière, Marine Legendre, Anne-Claire, c'était vraiment hyper serré, on avait l'impression d'être à l'arrivée d'une course de quelques jours, sauf que c'était une course qui avait duré 16 jours, et il y avait très très peu d'écart, donc c'était intense jusqu'à la fin. Ce que je retiens principalement de ce projet-là, c'est quand même que c'est un projet en solitaire, certes, mais tout seul, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Il y a plein de gens qui m'ont aidé pendant le projet, qui nous ont aidé avec Léo. Il y a forcément les partenaires, il y a les amis qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour te faire ramener un mât aux Canaries, pour t'aider sur de la com, sur du bricolage du bateau. Tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte et à t'aider comme il peut. Et c'est assez incroyable de voir l'engouement que crée ce projet-là. Des gens qui m'ont aidé en préparation mentale, en nutrition, Julie par exemple. Et j'avais un kiné qui me suivait aussi, il y a un coach, il y a un pôle, il y a des coureurs autour de toi. Il y a vraiment énormément de monde qui gravite autour d'un projet qui fait que c'est tout sauf un projet en solitaire. Je
pense que tout le monde est capable de le faire. Au tout début, quand j'ai vu le départ de la Mini Transat en 2017, quand j'y ai assisté, je me suis dit, bah, ces gens ont l'air normaux, pourquoi pas moi? À partir du moment où tu te lances, ou t'oses te dire, bah, je vais essayer de traverser l'Atlantique, t'es hyper bien entouré, il y a plein de gens qui t'aident, et une chose qui est hyper importante, c'est que tu vas étape par étape, comme n'importe quel projet au final. Et c'est cet enchaînement d'étapes qui fait qu'un jour tu te retrouves sur la ligne de départ, puis sur la ligne d'arrivée de la Mini Transat. C'est quelque chose qui est faisable pour tout le monde et qui est au final pas si compliqué que ça. Bah, toutes ces aventures, en tout cas toutes ces péripéties, tout ce qui se passe sur la Mini Transat, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport là, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer, les conditions elles sont jamais écrites, il peut toujours se passer plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues, mais c'est ce qui rend ce sport aussi addictif. Et j'ai forcément qu'une envie, c'est de repartir sur des plus grands bateaux, de repartir plus loin, plus longtemps, et c'est du coup forcément la prochaine étape et ce dont je rêve maintenant en tout cas.